Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve autour d'une tasse de thé. Et oui, alors on va prendre le thé ensemble aujourd'hui parce que je voulais vous faire un petit retour de mes lectures. Voilà, comme vous le savez, je pars souvent d'ailleurs pour pouvoir travailler, écrire des livres et justement j'en ai profité pour pouvoir lire aussi et notamment les magnifiques ouvrages que j'ai en ma possession, donc d'Arcana Sacra et d'Alliance Magique. Alors je voulais vous en faire un petit retour parce que voilà, j'ai pu trouver le temps de les approfondir et je vais vous dire un petit peu voilà ce que j'en ai pensé, comment ils peuvent vous parler, en quoi ils sont intéressants. Et voilà, alors c'est vrai que tout d'abord je voulais quand même, ça m'arrive pas souvent d'en parler, mais rendre un petit hommage à toutes ces maisons d'édition qui ont eu le courage de se lancer dans l'aventure ésotérique qui, il y a quelque temps, était, je dirais, un secteur un peu plus fermé. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas librement, donc ils ont pris de gros risques. Et je suis ravie de voir que malgré tout ça, eh bien, des maisons d'édition continuent de proposer des ouvrages intéressants, d'autres se créent, prospèrent. Et tout ça me rassure quelque part un peu sur, je dirais, sur la quête de l'être humain, et car on sait, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas parfaits, et chaque être humain est en quête d'autre chose, voilà, et donc que notre société avance de plus en plus vers cette quête spirituelle et dans une tentative d'amélioration de soi, de notre environnement et tout, je trouve que voilà, je voulais faire juste un petit clin d'œil parce que tout ceci bien sûr est lié et je trouve ça super. Certes, nous sommes des êtres humains, tout le monde a ses défauts, il faut vivre, il faut survivre parfois même, il y a des personnes qui sont pas toujours sympathiques non plus dans ce milieu-là, mais dans l'ensemble, voilà, nous sommes des humains, donc voilà, tout le monde a ses défauts, tout le monde fait ce qu'il peut, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu, et voilà, nous sommes dans une société humaine avec eh bien, ce qu'il y a d'humain. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je voulais rendre hommage quand même à ces maisons d'édition qui sont voilà, qui sont courageuses et vraiment qui nous proposent à chaque fois des ouvrages intéressants. Alors ce sont, je terminerai avec ça, mais ce sont des ouvrages qui sont vraiment intéressants et je reviens dessus parce que sans ces livres, sans l'écrit, on n'aurait pas trace de toute cette culture, parce que ici nous sommes bien avec Gail Darbock, hein, La Voix des Runes, nous sommes bien dans des traditions scandinaves. Or, si on n'avait pas eu accès par voie de presse, par voie d'édition, par les médias maintenant, de toute cette sagesse-là, voilà, on ne pourrait pas la connaître, à moins d'avoir de la famille, bien sûr, qui vivent dans le nord de l'Europe. Et ailleurs. Donc voilà, c'est une richesse, la transmission de la connaissance est une richesse inestimable. Et voilà, je voulais rendre hommage à tous les éditeurs qui existent, quels qu'ils soient. Ici, nous sommes avec Arcana Sacra, qui fait un super travail aussi. Et voilà, donc j'en profite pour les saluer au passage et les remercier du travail qu'ils font et de cette transmission du savoir et d'une certaine sagesse en fait. Voilà, avec un petit témoin parce que eh ben c'est très important. Donc revenons à Gail Darbock. Donc ici je voulais vous présenter le tome 2. Donc dans une première vidéo, je vous avais fait une review du tome 1 que voici. Ouais, j'ai mes petites notes là. Parce que je prends beaucoup de notes quand je lis ces livres pour pas oublier de vous transmettre certaines informations. Et voilà, donc ici nous avons la suite. Alors il s'agit bien de la suite. Donc juste pour vous faire un petit retour, pour ceux qui connaissent le Geldar numéro 1, le deuxième est plus petit, voilà. Il est moins épais, hein, 2 fois moins épais.
pas en transmission des choses, mais en papier. Hein. Voilà. Donc il s'agit vraiment de la suite. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu ma review ou qui ne connaîtraient pas le tome 1 de Galdarbock, le premier était une introduction au symbolisme, d'accord, lié aux runes. Il nous parlait bien sûr de chaque rune en détail, du yoga des runes, que ça soit par le son, par les positions des mains, un peu comme les mudras en Inde, et la position du corps comme le yoga. Et ensuite, il commençait à aborder la magie, c'est-à-dire que quand on entend par magie, c'est bien agir sur une cible avec ses propres énergies aidées par les runes, ou certains talismans. Voilà. Ça, c'était pour résumer le premier. Alors le second, il va plus en profondeur encore. C'est-à-dire que ici, l'objectif en fait de cet ouvrage est de voir comment, comme un alchimiste un peu, avec la magie des runes, la sagesse des runes, chaque être humain peut se transmuter. Non pas pour avoir du pouvoir et d'utiliser à des fins personnelles, comme on peut le faire en magie. C'est pas négatif, hein. Ça dépend de l'intention qu'on met derrière, bien sûr, mais là c'est plus dans le sens d'une transformation intérieure. Donc je parle d'alchimie parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'alchimiste, au-delà de transformer des métaux et autres en or, des métaux bruts en or, et de rechercher la pierre philosophale, qui n'est pas forcément immatérielle, est plutôt dans le développement de soi. Alors si vous faites de l'alchimie aussi avec les plantes, la spagyrie, c'est pareil dans le travail alchimique. Je vous en parle parce que j'en ai fait un petit peu, et là en ce moment j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour le faire, mais lorsqu'on travaille avec en alchimie, en fait, on va bien au-delà de la transformation d'une plante en élixir, mais on transforme soi et on transforme sa vie. C'est vraiment très puissant, hein. Quand je vous en parle, c'est par expérience. Là, les runes, je ne connais pas, donc je découvre avec vous, et c'est un petit peu la même chose. Donc Galdar nous parle de ça. Alors bien sûr, il va expliquer comment travailler avec des centres énergétiques que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit des chakras, puisque dans la religion, pas la religion, mais dans la spiritualité de l'Inde, on parle de chakras, mais ce sont les roues énergétiques. Alors ici, on les appelle les Vélirs. Alors je prononcerai pas bien, parce que ça commence par un H, et je ne sais pas prononcer ces termes-là. Voilà. Ensuite, donc toujours dans l'introduction, il vous nous expliquer comment créer des mots runiques avec les runes. Donc pas pour écrire forcément de manière cachée, mais pour créer des talismans plus complets. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser une seule rune qui a en elle son propre pouvoir, Galdar ici nous parle de mots de pouvoir runique. C'est-à-dire que c'est un assemblage de runes qui va avoir un effet magique particulier. Voilà. Et bien sûr, dans ce livre-là, il va aller plus loin puisqu'il va parler de magie invocatoire, d'entité, de divinité, bien sûr, liée avec la philosophie du Nord. D'accord? Alors ça, c'était, voilà, pour résumer un peu ce livre. Alors au départ, je trouve ça très très intéressant, et vous allez voir, j'ai fait pas mal de parallèles en lisant ce livre, parce que finalement je me rends compte que ça fait un moment, mais que on passe par telle culture, qu'on passe par telle autre, qu'on passe par telle religion, qu'on passe par telle autre, ou par, je dirais, la spiritualité qui sous-tend chaque religion, en fait. Tout le monde a sa manière de s'exprimer, chacun a son vocabulaire, etc. Mais quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je dirais l'idée qu'il y a derrière reste la même, simplement, mais chaque peuple, en fonction de son vocabulaire et de son approche, va parler de la même chose avec des mots différents. Je vais prendre un exemple différent, je vais parler des scientifiques. Voilà. Lorsque un scientifique va parler par exemple de la chaîne ADN, eh bien, il va faire référence à certaines choses que l'on peut retrouver chez les chamans à travers le serpent cosmique.
d'accord, et d'autres choses, d'autres visions chamaniques. Mais je vous en parlerai une prochaine fois dans une autre vidéo. Donc en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que moi, ça m'a permis de faire le lien aussi avec d'autres cultures, d'autres manières de penser. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que, eh bien, la voie des 24 runes, c'est vraiment une voie ésotérique, mais abordée sous l'angle des peuples du Nord. Voilà. Alors au début, justement, il va nous parler, ici, j'avais noté, page 11, il va nous parler, eh bien, des différents corps de l'homme, d'accord. Voilà, donc avec le mot, bien sûr, en runes, je dirais, je suppose. Et en fait, il va nous parler eh bien, de tous ces termes qui vont nous parler des différents corps de l'homme, donc du corps astral, etc. etc., etc. Voilà, vous avez ici un certain nombre de choses. Donc on retrouve, comme on peut retrouver dans l'approche de l'Inde et des chakras, on va retrouver ces différents corps. On peut les retrouver aussi également dans l'hermétisme à travers d'autres noms comme le soma, la psyché, le pneuma, etc. Vous voyez, en fait, on retrouve la même sagesse avec d'autres noms. Donc ça, tout ça, il explique, je trouve, très très bien. Alors, il y a une petite chose, moi, qui m'a beaucoup plu dans toutes ces évocations. C'est, alors, il a appelé, je regarde mes notes, Filja. Donc c'est un peu, comment vous expliquer, c'est-à-dire que toute chose a son ombre et sa lumière, son sombre et son lumineux. Donc en fait, dans le premier sens de Filja, c'est l'âme qui s'émancipe de l'enveloppe corporelle. Il s'agit de dédoublement spirituel qui peut prendre une forme animale, et ça peut être aussi le double d'un clan familial. C'est rigolo, hein, on retrouve cette notion-là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup troublée. C'est une notion que je ne connaissais pas bien. Ça se trouve, il y a des choses qui vont vous parler, et si vous avez envie de le mettre en commentaire, n'hésitez pas. Je suis vraiment curieuse de voir comment on peut le retrouver dans d'autres sciences ésotériques plus proches de nous. Alors, ça c'est intéressant. Alors, l'égrégore, non pardon, oui c'est ça. Par contre, l'égrégore qui protège le clan familial, c'est Aminja. Voilà, c'est la transmission du pouvoir ancestral. Alors, donc tout ça, voilà, on rentre vraiment dans la culture énergétique des peuples du Nord. Donc, vous voyez des petites choses qui vont beaucoup plus loin que moi, en tout cas, des choses que je connais, notamment en hermétisme ou dans l'approche de l'Inde. Là, ici, voilà, je découvre des choses vraiment qui m'ont vraiment passionnée, donc je vous en parle. On retrouve aussi le Ced, une magie plus ancienne que le Galtre, pratiquée par les femmes pour la divination, la voyance, le voyage chamanique, le contact avec l'invisible, la médecine naturelle. Alors là, pour moi, je vois ici la culture des gitans, puisque la transmission qui est liée à la divination, le lien avec l'ésotérisme et tout, est assurée par les femmes, de femme en femme. Voilà, c'est la transmission par la grand-mère, les tantes, etc. Donc c'est rigolo, on retrouve vraiment cet univers-là aussi ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie. Alors ensuite, il y a une seconde partie où Galdar va nous parler des rituels ou divinités. Il va nous parler aussi des différents mondes au travers de l'arbre Yggdrasil. Donc pour moi, je vois l'arbre séphérotique avec mes connaissances plutôt légères, hein, je dirais, mais avec la Kabbale. Voilà, l'arbre de vie et ses différents niveaux. Donc là, c'est page 29. Je vais essayer de faire plus court parce que je vois que le temps tourne et je veux pas que ma vidéo soit trop longue. Et voilà, 29, c'est là. Voilà, donc là, ici, on va rentrer dans plus, je dirais, la consécration et les rituels pour les divinités. Voilà. Ensuite, donc comme je vous le disais, il va parler d'Yggdrasil.
Il y a bien sûr nous parler de la protection de la demeure, donc bien sûr comment protéger sa demeure. Voyez, chapitre 5, protection de la demeure. Donc ça c'est très très intéressant. Je vous en avais parlé je crois en vous présentant un livre de Patrick Guérin justement qui parlait de ça, mais là on était plutôt je dirais dans les traditions de l'ésotérisme chrétien ou de la magie des campagnes. Et ici là voilà on est plutôt dans les runes en fait. Donc en même temps que je vous parle je réfléchis à autre chose. Donc ici vous voyez vous avez comment créer des protections pour la protection et la force. Donc vous avez l'association de 2 runes. Mot de pouvoir, Algsur, Alg de Algiz, nom anglo-saxon, tardif, et Elaz, S de Souwillow, et de Ur de Uruz. Voilà, ici vous avez une association de runes pour pouvoir protéger votre demeure. Donc il y a beaucoup de choses, vous voyez, pour la sécurité en voyage, pour retrouver ce qui est perdu ou ce qui est caché. Enfin, on va vraiment très loin. Là, on rentre dans la magie, hein. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment la suite, la continuité du premier qui sera plutôt axé sur la divination. Ici là on va rentrer dans la magie des runes et ce que l'on peut faire avec. Alors nous avons aussi ici page 65 les mots de pouvoir. Alors là on rentre toujours dans la création des talismans. Et surtout pour la projection. Autrement dit, pour la création ici des mots, on est plus dans la création de sigils, d'accord? Et il nous explique d'ailleurs comment il doit être activé. Ici, dans les mots de pouvoir, on va être plutôt dans ce qui est la projection d'un sort. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Je vous dis, on va loin. Hein. Et ensuite, page 75, ici... je vais trop loin. Page 75, on a voilà plutôt une approche de la mythologie scandinave. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de comprendre l'origine de tout ça. Voilà, et comment bien sûr travailler avec les divinités et les rituels d'invocation. Donc si vous commencez en magie, etc., avant de vous lancer dans des rituels d'invocation, je vous conseille toujours, comme je l'ai fait dans mes précédentes vidéos, d'apprendre à vous protéger, d'apprendre certaines petites choses, parce qu'on ne se lance pas en magie comme on se lance dans une recette de cuisine. Ça peut ressembler à une recette de cuisine, mais ça va bien au-delà. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc alors pour... tous ceux et celles qui s'intéressent à la Wicca ou qui s'intéressent aux élémentaux, il en parle. Donc bien sûr, il propose des rituels d'invocation aux élémentaux. Je n'ai pas noté la page, donc je vais voir si je les retrouve. Là, vous voyez les déesses As, pour les déesses, pour les invocations, les dieux Van. Donc vous avez chaque fois un rituel qui est très très détaillé, Freya, Holda, etc., etc., etc. Voilà. Voilà, ici, chapitre 9, à la fin, vous avez la présentation des élémentaux et leur invocation. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc bien sûr, vous retrouvez les éléments que vous connaissez déjà, l'élément de l'air, avec les sylphes et les sylphides, les elfes, etc., donc voilà le rituel d'invocation. Pour ceux qui s'intéressent aux invocations et le travail avec les élémentaux, vous pouvez le trouver aussi dans les livres d'Eliphas Lévi. C'est très très intéressant. C'est une autre approche à travers, je dirais, une autre culture, mais c'est la même chose en fait. Là ici, vous avez les éléments d'eau avec les ondins et les ondines. Et là, c'est rigolo parce que hop, vous avez aussi, pour ceux qui s'y intéressent, vous avez des incantations pour Mélusine, Stérila, Selkie, etc., etc. Voilà, les élémentaux de la terre. Et vous avez des sceaux qui sont déjà tracés pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, donc ça c'était pour le Galdar tome numéro 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors comme le premier, il est très
comment dire, très complet. Voilà, c'est pas un livre que vous allez lire dans le train comme ça pour apprendre ce que sont les runes. Ce sont des livres, je dirais, de travail. Ce sont des livres qui demandent du temps. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment comprendre et vous initier aux runes, il s'agit bien ici d'initiation. Il faut du temps, il faut que les choses maturent, il faut que vous les ressentiez. Et Galdar justement propose des exercices dans le premier tome pour pouvoir je veux dire, s'approprier cette énergie runique, et il le poursuit dans le tome numéro 2. Voilà, donc par contre si vous souhaitez un livre de fond pour travailler tout ceci, c'est vraiment, je dirais, ce sont des perles. Hein. C'est vraiment, je dirais, ce sont des ouvrages, je crois que c'est peut-être les ouvrages les plus complets que j'ai lus pour le moment en ce qui concerne les runes. Voilà, donc je sais que le tome 3 va sortir bientôt. Voilà, pour ceux qui s'y intéressent. Alors j'espère que cette petite vidéo bien sûr vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker bien sûr, et si vous avez aimé, et à mettre un petit commentaire si vous avez des informations complémentaires à apporter, parce que je serais vraiment curieuse de voir ce que vous connaissez par rapport aux runes, et c'est toujours très très intéressant. Voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.